Deuxième vidéo sur 4 vidéos dédiées à l'indexation et au plan de requête. Alors cette partie-ci, ce sous-chapitre sera dédié à... Enfin, j'ai pas trouvé de titre très parlant. C'est quelques cas de figure d'utilisation au niveau des index. Vous allez voir. Pour rappel, il faut se rappeler que dans un index, donc ici je vais parler que des index de type arbre B+. Pour rappel, au niveau des feuilles, il ne faut pas oublier que c'est une liste doublement chaînée, donc on peut se balader dans un sens comme dans l'autre, sans devoir refaire une traversée d'arbre complète pour chaque occurrence. Prenons un premier exemple, une requête toute simple, où on recherche toutes les colonnes d'une table pour laquelle l'identifiant vaut X. Si cet identifiant est unique, bon, dans le cas d'une clé primaire, ce sera le cas. Et si on analyse le plan de requête généré, alors il se passe l'opération index unique scan. Alors cette terminologie, ça vient d'Oracle. Enfin, tous les GBD permettent de décortiquer un petit peu comment une requête va être générée en tapant quelques commandes quand on exécute la requête. Et ici, donc sous Oracle, ce qu'ils appellent ça le index unique scan. Donc l'idée c'est on traverse l'arbre, on trouve une valeur, et voilà, donc c'est la valeur de x qu'on trouve dans l'arbre. Si l'index n'est pas unique, alors ce n'est pas un index unique scan, c'est un index range scan. Donc il y a une traversée de l'arbre pour trouver la première occurrence de x, puis ensuite on se balade dans l'arbre pour trouver toutes les valeurs identiques de x. Donc typiquement, imaginez que x vaut 5, donc on a une traversée de l'arbre qui va faire ceci, voilà, ça c'est la traversée de l'arbre, et alors je vais mettre une autre couleur, donc le parcours des feuilles, c'est, on va ici récupérer toutes les occurrences où x vaut 5. Et évidemment, pour chaque occurrence, on ira chercher les étoiles colonnes correspondantes dans la table. Voilà, pour chaque occurrence de 5. Donc, c'est pas la même instruction qui est utilisée. Dans le cas, si l'index est unique, cette étape n'est pas nécessaire. Donc, je vous disais juste avant, il y a une liste doublement chaînée entre les feuilles. Dans le cas d'un index unique, cette information n'a pas d'intérêt. Dans le cas d'un index range scan, alors c'est là où ça rentre en action. Donc, on a une étape de plus à réaliser si l'index n'est pas unique. Alors au niveau des tables, si vous vous rappelez le sous-chapitre précédent, il y a deux types, deux formats de stockage au niveau des tables. Il y a les heap tables, où les données arrivent à la queue leu et s'enregistrent l'une à la suite de l'autre. Et on a les tables qui se basent sur un index clusterisé, où les données s'arrangent s'alignent, s'ordonnancent dans l'ordre de l'index. Alors, dans le cas d'une heap table, donc si on reprend la requête précédente et on recherche la valeur 5, donc il se passe soit un index unique scan ou bien un index range scan en fonction de si l'index est unique ou pas, plus ensuite l'opération de table access by index row id, c'est ce que j'ai dessiné en rouge précédemment, c'est on quitte l'index et on va chercher les informations au niveau de la table, donc comme ceci. Donc il y a une instruction de parcours de l'index qui est unique ou range, et ensuite l'opération pour accéder aux informations correspondantes dans la table. Par contre, vous allez voir qu'avec l'autre format, c'est différent. Donc dans le cas de l'index clusterisé, où les données s'alignent sur base de l'index, dans ce cas-ci, vous avez donc toujours l'index unique ou l'index range scan qui opère pour cette requête, mais c'est tout. Il n'y a pas de parcours de données, parce que dans le cas de si, alors je dis bien si ID c'est l'index clusterisé, parce que si c'est pas l'index clusterisé, alors c'est différent, on verra après. Mais si c'est l'index clusterisé, alors vos données sont dans les feuilles.
Voilà. Et donc on a le parcours de l'arbre et on accède directement aux données. Voilà. Donc il y a une instruction en moins, on reste dans la même structure de données. Donc dans ce cas-ci, les clustered index sont plus rapides pour cet exemple-ci que la structure de données précédente. Voilà, donc je spécifie bien, ça c'est valable que si votre recherche se fait sur l'index clusterisé. Alors, ouais, c'était un cas d'école ici, un exemple. Il est vrai que dans un index clusterisé, généralement, c'est la clé primaire qui est utilisée comme index clusterisé. Donc normalement, ce cas de figure-ci, vous avez des doublons, ça n'arrive pas. Voilà, donc c'était juste pour l'exemple. Alors, ce type de structure, par contre, si vous faites une recherche where ID égale F1 C5 between 10 par exemple, dans ce cas-là, ça sera aussi beaucoup plus performant que la structure précédente. Mais ça, on en a parlé dans le sous-chapitre précédent. Par contre, que se passe-t-il si on fait une recherche sur un index secondaire? Donc ici, imaginons qu'email, c'est un index secondaire. Dans le cas d'une heap table, donc on aura notre parcours, donc notre index unique scan ou bien index range scan en fonction du type d'index, qui va se passer dans l'index secondaire. Et ensuite, pour accéder aux données, et ben, de cet index, on aura directement le row ID qui sera stocké dans la feuille. Et on pourra accéder à l'enregistrement sans devoir passer par l'index primaire. On n'a pas besoin de la clé primaire, c'est directement le numéro d'enregistrement. Donc c'est une technique assez efficace. Par contre, on va voir que sur l'autre format, dans le cas d'une recherche via un index secondaire, vous avez d'abord une première traversée de l'arbre, donc l'arbre de l'index secondaire, et dans la feuille de cet arbre, cette fois-ci, comme c'est une table qui utilise un clustered index, les données sont dans l'index de la clé primaire. Du coup, ce n'est pas un row ID que vous avez dans la feuille de l'index secondaire, mais c'est la valeur de la clé primaire. Ce qui signifie que vous avez dès lors une deuxième traversée d'arbre pour accéder à votre enregistrement. Donc il y a deux traversées d'arbres en tout, typiquement un index range scan ici et un index unique scan ici. Ce qui signifie que ces requêtes, comme il y a deux traversées, seront plus lentes si vous faites des recherches par clé secondaire qu'avec un système qui utilise une heap table. Ça c'est quelque chose, il faut être conscient de ça. Alors, donc il faut préférer, si votre système fait principalement des recherches par index secondaire, il faut préférer dans ce cas-là une structure de données de type heap table qu'un index clusterisé au niveau de votre structure de stockage. Par contre, ça a quand même des avantages, car on avait vu précédemment que si vous avez une recherche par clé primaire, c'était clairement plus rapide d'utiliser un index clusterisé. Et donc, ce que je vous conseille, moi, c'est de favoriser l'index clusterisé, et il y a des conditions, à condition que vous modifiez rarement vos valeurs de clé primaire, parce que, voilà, typiquement, si vous travaillez avec des valeurs nature des propriétés artificielles, voilà, on ne modifie pas normalement une clé primaire. Vous n'allez pas vous dire, ouais, la ID 412, je trouve ça moche, je veux 444. Non, vous n'allez pas le faire. Donc, normalement, ça ne devrait pas poser de problème. Vous effacez rarement, parce que quand vous effacez des données ici, si vous effacez beaucoup, l'arbre va se rééquilibrer, les données vont se déplacer. Voilà, souvent, enfin moi personnellement, j'aime bien, j'efface très rarement en BD, chacun son truc. Je préfère mettre des champs qui disent si la donnée est valide ou pas. Bon, ça occupe plus de place, mais à mon sens, c'est plus efficace. Voilà, ça dépend évidemment du use case. Ensuite, troisième condition à respecter, il faut que votre système fasse principalement des recherches par clé primaire. Voilà. Ça, c'est important.
que les recherches par clé secondaire arrivent beaucoup moins souvent que les recherches par clé primaire. Il y a plein de systèmes où c'est le cas. Donc il y a plein de tables, typiquement des tables qui contiennent des catégories, des couleurs, des choses comme ça. Les recherches, elles arrivent par clé primaire, elles n'arrivent pas par le nom de la catégorie, ou très souvent, ça dépend des use cases, mais c'est souvent par... car il y a des clés étrangères qui pointent vers ces tables-là très souvent dans d'autres tables, et du coup on fait une recherche par ID. Donc dans ce cas-là, ces tables-là en index clusterisé, c'est plus efficace. Et alors, la quatrième condition, c'est quand vous ajoutez des données dedans, idéalement, il faut que ces données arrivent à la fin, afin de ne pas déplacer les données précédentes, ce qui implique donc que vos valeurs de clé primaire doivent arriver de manière triée, donc, soit quelque chose d'artificiel qui arrive de manière plus ou moins incrémentale, soit par exemple des dates, les dates actuelles, dates et heures actuelles. Voilà un conseil. Il y a peut-être d'autres cas que j'ai pas imaginé, mais voilà. Donc n'oubliez pas, une recherche par clé primaire plus efficace, une table clusterisée, une recherche par clé secondaire plus efficace, une heap table. Maintenant, je vous dis ça, c'est mieux cette structure, mais vous n'avez pas toujours le choix. Donc typiquement, si vous travaillez avec MySQL et MariaDB, vous n'avez pas vraiment le choix de la structure. Cette structure est imposée par le moteur de stockage. Et si vous êtes en MyXAM ou Aria, vous serez d'office avec des heap tables. Et si vous utilisez le moteur de stockage transactionnel InnoDB, vous serez d'office avec des clusterate index. Donc ça c'est quelque chose, c'est quand même, ça peut être intéressant de savoir ça, pour savoir comment vous allez agencer vos données. Si vous êtes avec PostgreSQL, alors là par défaut c'est d'office des heap tables, mais vous pouvez, lors de la création de la table, rajouter la clause cluster, qui va conserver le principe d'une heap table, mais il triera les données, toujours dans un heap table, mais il triera les données dans l'ordre de l'index. Donc c'est pas un clusterate index réel, parce que vous conservez, vos données ne sont pas stockées dans l'index de la clé primaire. Par contre, il agencera les données dans l'ordre de cet index au niveau des heaps. Donc voilà, c'est un peu un truc hybride. Donc vous gardez l'avantage des recherches par index secondaire, ça restera tout aussi rapide qu'avant. Vous aurez un avantage que si l'avantage des index clusterisés au niveau des between, vous allez ajouter cet avantage là, parce que comme les données sont triées, un between sera quelque chose de rapide à chercher. Par contre, vous n'aurez pas le gain que procure un clusterate index, où quand vous recherchez une valeur au niveau de la clé primaire, vous restez dans l'index. Ici, vous devrez quand même changer de structure. Vous irez de l'index de la clé primaire, et puis vous irez d'office dans le heap table chercher les données correspondantes. Donc cet avantage-là, vous ne l'avez pas. Mais vous en avez d'autres. Voilà, mais ça peut être intéressant. Ensuite, avec SQL Server, donc là par défaut, c'est du clusterate index, et par défaut, c'est sur la clé primaire. Par contre, je dis bien par défaut, c'est ça qui est sympa avec SQL Server, vous pouvez vous dire, ah ouais, mais moi je veux pas que ce soit la clé primaire, je veux que ce soit les dates. Voilà, parce que là, moi je fais tout le temps des recherches par date, et donc la clé primaire je m'en fous, donc je veux que mes données soient clusterisées par date. Voilà. Ça, c'est faisable avec SQL Server. Maintenant, vous n'êtes pas content des index clusterisés, vous pouvez utiliser la clause non-clustered. Donc, avec SQL Server, vous savez un petit peu tout faire vis-à-vis de la structure de données. Avec Oracle, par défaut, c'est du heap table, mais vous pouvez faire du clustered en rajoutant organization index à la création de la table. Et du coup, ça se fera toujours par la clé primaire. Là, vous n'avez pas le choix. Et DB2, ici par défaut c'est du heap table comme Oracle,
Et il y a une clause clusterate index, mais que vous pouvez ajouter, mais c'est un peu fictif dans le sens où ça sera toujours des heap tables un peu à l'instar de PostgreSQL, mais il ne déplacera pas les données, il les triera pas, il essaiera, s'il y a de la place, de les insérer dans un ordre plus ou moins correct, mais uniquement s'il y a de la place, quoi. Donc bof, voilà, c'est pas c'est du fake, hein, c'est pas du vrai clusterate index. Alors, un exemple de requête qui peut être un gros piège vis-à-vis des index. Donc, vous recherchez quelqu'un qui a l'email truc@brawl.com. Maintenant, vous n'êtes pas sûr que ceux qui ont encodé mis des majuscules, minuscules, etc. Et pareil pour les utilisateurs qui recherchent. Et vous êtes sur une collation qui ne permet pas de, qui fait la différence entre majuscules et minuscules. Donc pour éviter tout souci, vous convertissez les chaînes de caractères et de la BD et de la chaîne recherchée en minuscules avec l'opération lower. Ok. C'est un usage qui est courant. Et bien là, j'ai le regret de vous apprendre que l'index, si vous emailez indexé, ben, il ne sera pas utilisé. Voilà. Nada. Donc le serveur n'ira pas chercher dans l'index email, parce que ce qu'il va rechercher comme existence d'un index, il va rechercher si ceci existe dans un index. Lower email. Email tout seul, il n'ira pas voir. C'est un fonctionnement classique des SGBD, c'est pas quelque chose de spécifique à tel ou tel système. Du coup, si vous voulez accélérer ce type de recherche via un index, ben vous devez créer un index sur, comme donnée, le résultat de la fonction lower de la colonne email. Voilà, ça se fait. Donc un index du résultat d'une fonction. C'est tout à fait faisable. Dans ce cas-là, et uniquement dans ce cas-là, vous pourrez accélérer les recherches de cette requête. Alors, ça peut aussi fonctionner avec des fonctions qui ne seraient pas des fonctions natives du serveur, donc des fonctions que vous aurez créées vous. Je ne sais pas, par exemple, une conversion de centimètres en pouces ou des choses comme ça. Mais il y a une condition pour que ça fonctionne, il faut que ce soit des fonctions déterministes. Donc quand vous créez une fonction ou une procédure stockée, vous pouvez y mettre le mot-clé déterministique. Ce mot-clé, ça signifie... donc une fonction déterministique, vous prenez une fonction et vous lui donnez une valeur, je sais pas, 8. Si cette fonction, sur base des entrées qu'il reçoit, une valeur 8, sort toujours la même valeur, je sais pas, on va dire que c'est une fonction qui fait x2, donc 8 x 2 ça fait 16. Si la fonction x2 sort toujours la même valeur sur base de ces entrées, alors c'est une fonction qui peut être dite comme déterministique. Donc cette fonction peut être compilée une bonne fois pour toutes, et il ne faudra pas se connecter à des tables, faire des choses pour faire des calculs sur base de données qui peuvent varier. Alors vous pouvez mettre cette fonction dans un index. Vous pouvez indexer le résultat de cette fonction. Donc ça c'est une contrainte qui est logique hein, en soi. Ça veut dire que votre index peut être calculé une fois pour toutes. Il ne faudra pas, voilà, votre index doit être fixe. Alors, pour info, les ORM que j'adore tant, il est très courant que les ORM rajoutent implicitement, à votre insu, quand vous faites des recherches, la clause lower, justement, pour éviter les problèmes potentiels de collation, de sensibilité ou pas à la case. Du coup, voilà, si vous n'avez pas pensé à ça, toutes vos recherches avec votre ORM n'utiliseront pas les index à cause de ce comportement. Et de l'ORM qui rajoute des lowers à votre insu, et des SGBD qui n'utilisent pas les index s'ils voient le lower. Alors autre chose aussi, donc l'astuce de faire un index sur base de résultats de fonction, SQL Server, il ne permet pas de faire ça. Donc voilà, mais vous n'êtes pas bloqué, il y a une parade à ça si vous êtes sur SQL Server. Vous devez rajouter dans votre table une computed column, qui est une colonne qui sera calculée. Et cette colonne-là, vous pouvez l'indexer. Donc vous faites une computed column lower email, et vous faites un index sur cette colonne-là. Ça c'est la parade avec SQL Server.
Donc c'est un gros piège, il ne faut pas tomber dedans. Alors, deuxième gros piège, c'est spécifique à Oracle. Oracle n'aime pas les nuls. Voilà. Je ne sais pas si le tarif des licences est un filtre pour ça, mais voilà. Donc, ils n'aiment pas les nuls. Alors, par exemple, un string vide, pour eux, c'est une valeur nulle. Donc, dans tous les langages de programmation, en tout cas à ma connaissance, un string vide, c'est un string vide. C'est pas une valeur nulle. Ce sont deux choses différentes. Pour Oracle, c'est la même chose. Un string vide, c'est une valeur nulle. Dans notre exemple, vous concaténez une chaîne de caractères avec une valeur nulle. Oracle, pour lui, c'est nul. Donc votre chaîne, elle disparaît. Alors que pour tous les autres SGBD et pour la norme SQL, concaténer une chaîne avec un nul, ça donne la chaîne. Donc ici, pour l'exemple, ça devrait faire XYZ et pas nul. C'est des choses, il faut être conscient de ça quand on travaille avec Oracle. Mais par contre, au niveau des index, vous créez un index sur 3 colonnes. S'il y a une valeur qui est nulle sur les 3 colonnes, elle ne sera pas présente dans l'index. Donc voilà, votre index ne permettra pas de retrouver cette valeur-là, ce tuple-là. C'est valable s'il n'y a qu'une seule colonne. S'il n'y a qu'une seule colonne, donc les valeurs qui seraient nulles ne sont pas présentes, des tuples qui seraient nuls pour cette colonne, ne seraient pas présentes dans l'index. Du coup, si vous faites une recherche where cette colonne-là is nulle, ben votre index ne sera pas mis à profit et vous allez devoir balayer toute votre table. C'est comme ça que ça va fonctionner. Donc, il faut le savoir. Autre situation. Imaginez, vous voulez faire une recherche where col1 is nul. Voilà, is nul. Je vais y arriver avec ma souris. Voilà, is nul. Mais vous avez des enregistrements où col1 est nul et col2 vaut quelque chose et col3 vaut aussi quelque chose. Donc, il n'y a pas de problème, tout n'est pas nul. L'item est présent dans l'index. Eh ben non. Oui ou non. Il est possible que votre index ne soit pas mis à profit. Votre index ne sera pas mis à profit si il peut y avoir des nuls dans les 3 colonnes. Si vos 3 colonnes, s'il n'y a aucune colonne dans les 3 colonnes qui a été créée avec la clause not nulle, donc s'il n'y a aucune des 3 colonnes dans lequel il y a 0 valeur nulle, enfin dans lequel on empêche de mettre des nuls, alors votre index ne sera pas mis à profit. Par contre, si col3 par exemple c'est une colonne not nulle, voilà, si c'est une colonne nulle, d'office, vous n'aurez pas d'enregistrement avec 3 valeurs nulles, vu que col3 ne peut pas être nul, et donc tous vos enregistrements seront présents dans la table. Comme Oracle sait ça, alors si vous faites une recherche where col1 is nul, il utilisera l'index. C'est le seul cas de figure où vous pourrez faire des recherches sur is nul et utiliser les index, si dans votre index vous avez au moins une colonne not nulle. C'est quelque chose à savoir. Donc de manière générale, les colonnes qui peuvent être nulles, c'est souvent inévitable, mais des fois, quand vous avez le choix de différentes structures, la solution qui permet le moins de nuls en base de données est souvent une des solutions à préférer, justement pour des cas comme ça, mais disons que ça facilite certains traitements. C'est pas toujours applicable, c'est pas toujours la meilleure au niveau perf, mais voilà. Donc il faut être conscient de ces problèmes de nuls. Alors au niveau chiffres, juste quelques petits graphes comme ça. Vous avez ici le nombre d'index qu'il y a sur une seule table. Vous avez la même chose ici pour les 3 graphiques. Et le temps nécessaire pour l'exécution d'insertion. Et vous voyez que la présence d'index additionnel fait que la durée augmente proportionnellement avec le nombre d'index, que ce soit pour les insertions, les deletions, ou les updates, si vous faites des updates sur toutes les colonnes. Par contre, si vous faites des updates sur une seule colonne, là évidemment, il y a moins d'index à modifier, il y en a qu'un. Notez que ceci, c'est pas inintéressant de vous faire la distinction entre update sur toutes les colonnes ou sur une seule colonne. C'est évident, mais c'est pour vous conscientiser que avec certains ORM et la façon de les utiliser, il y en a qui feront des updates systématiquement sur toutes les colonnes, même si on met à jour un seul champ. Donc voilà, vous imaginez l'impact sur les perfs. Alors ces graphiques-ci, tout comme le contenu de ce sous-chapitre, il vient de ce bouquin-là, dont une partie peut être retrouvée sur ce site internet-là. C'est vraiment un bouquin que je vous conseille fortement.
Alors, il n'est pas fait pour apprendre l'SQL, hein. C'est un bouquin où vous connaissez déjà l'SQL, les bases données, vous avez un peu d'expérience, et vous voulez approfondir vos connaissances sur l'impact des requêtes, des index et les structures de données sur les performances de votre système. Voilà, c'est l'objet du bouquin. Il est assez court, il fait 200 pages, annexe inclus. Le mec il raconte pas sa vie, il vous fait pas l'histoire du SQL, il vous raconte pas s'il s'est remarié 3 fois. Donc voilà, s'il va droit au but, c'est des textes assez courts, très compréhensibles. Je vous le conseille fortement. Et à moins de le retrouver de manière illicite. Et sinon, le contenu, le principal, est sur le site internet. La totalité du contenu de ce sous-chapitre provient de ce bouquin, je vous le conseille fortement. Voilà, ceci clôture ce sous-chapitre.